D'abord, je vous remercie tous. D'être venus. On dépasse le quota de 6, mais on est espacés. Donc pour l'instant, on ne forme pas de groupe. Donc je vous remercie de continuer à respecter les règles de la distanciation. J'enlève mon masque parce qu'il n'y a personne à côté de moi, mais j'en mettrai après. Donc merci pour votre présence en ce jour historique, anniversaire historique, puisqu'il y a maintenant 103 ans, à cette heure avait commencé une des plus grandes batailles du monde, la bataille de Cambrai. Et pour moi, comme pour de nombreux passionnés ici présents, cette date, je la retiens aussi bien que celle de mon anniversaire. Donc elle compte pour beaucoup pour moi. Je remercie aussi ceux qui ont permis que le monument soit convenable aujourd'hui. On a eu beaucoup de difficultés. Madame Lamouret, Madame le maire nous avait sollicité plusieurs fois à cause de la dégradation, notamment des drapeaux. On a réussi à remettre autant que faire se peut notre drapeau national qui avait triste allure, mais qui a pris une position un peu plus honorable aujourd'hui. Et par contre, on a eu un gros problème, c'était avec le drapeau britannique. Nous avons eu la chance d'avoir le soutien de Martin Dove, qui a monté un échafaudage il y a quelques mois pour pouvoir rafistoler les mâts, puisqu'on nous avait volé le système et on nous avait détaillé tout le mécanisme pour monter les drapeaux en haut des mâts. Donc il a fallu déjà dans un premier temps régler ce problème. Et le deuxième problème, ça a été de remettre un drapeau. Il a fallu une perche. Nous sommes venus avec Bernard Chopin pour remettre ce drapeau. Et le drapeau britannique et le drapeau français sont revenus à leur place d'honneur. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un jour vraiment spécial puisque c'est le jour vraiment anniversaire, 103e anniversaire. On a eu la chance de mener les cérémonies du 102e anniversaire juste avant que les portes se claquent partout à cause de cette saloperie de virus. Aujourd'hui, on a quand même la chance d'être réunis. On commence à apercevoir la fin du tunnel et c'est tant mieux. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce 20 novembre est très marquant pour nombreux d'entre vous. Et j'ai une petite anecdote qui va résumer beaucoup de choses. Hier soir, j'ai reçu, tard dans la nuit, un message d'un de nos amis, un membre de l'association, qui est Jean-Luc Caudron. Et Jean-Luc Caudron a pris sa plume et il m'a envoyé un petit message. En fait, c'est pas un message, c'est carrément un email. Et il raconte un journal de marche qui a été retrouvé d'un soldat allemand. Et dans ce journal de marche, on raconte une histoire, je vous l'ai dit. Dimanche 18 novembre 1917. Arrivage du réserve infanterie régiment 27 en gare de Cambrai. Lundi 19 novembre 1917. Des hommes du réserve infanterie régiment sont arrivés au matin sur le secteur d'Avrincourt, Fléquières, Ribécourt et Marcoing, dont les jumeaux Hans et Klaus Weiner de la 2e compagnie qui ont été déposés en gare de Fléquières-Ribécourt. Hans, tireur d'élite de mitrailleuse MG08, et Klaus est son pourvoyeur en munitions. Tous deux ont déjà reçu la croix de fer 2e classe sur un autre front. Leur chef est le lieutenant Georges Müller. Ses sous-officiers sont Roland Mayer et Joachim Köhler. Dans la journée, on leur montre brièvement le secteur de la crête de Fléquières. Ils découvrent cette magnifique ligne Hindenburg toute neuve, non terminée, avec son réseau de barbelés infranchissables. Et leur guide, un homme de l'infanterie régiment 84, basé à Fléquières, les informe qu'ils ont eu de la chance d'être ici dans un secteur calme. Et leur guide, voilà, il leur dit, vous êtes ici dans un lieu de villégiature, vous allez pouvoir vous reposer et reprendre des forces. En fin de journée, mais bien avant la tombée de la nuit, un photographe les immortalise dans les tranchées proches de la crête. En soirée, le commandant en second de l'infanterie régiment 84 les invite à rejoindre la ferme du château. Une fête de bienvenue est organisée pour leur arrivée.
celle du réserve infanterie régiment 27. Des fûts de bière sont percés. Ils font la connaissance des artilleurs du Feld Artillerie 108, qui était basé là, présent autour du village. Personne n'imagine à cette heure du soir, comme le fait remarquer Hans dans son journal de privé, que demain va être une journée terrible. Mardi 20 novembre 1917, à l'aube de cette journée, un des guetteurs de l'infanterie régiment 84, basé dans le bois, entend du bruit. Vite, le pistolet lance-fusée, Hartung, des avions, des tanks. La bataille de Cambrai est commencée sur un front de 10 km. À peine l'info arrive aux oreilles de Müller que Hans Weiner est déjà sur pied. Il avait juste enlevé ses bottes pour dormir. Hans et Klaus, avec leur mitrailleuse, se dirigent au plus vite vers la crête, qui n'est pas trop loin de la ferme du château. En arrivant, Hans remarque de la fumée qui se dégage comme un énorme brouillard. Ils installent vite la mitrailleuse dans un abri invisible des tanks. Quand soudainement, un char Mark 4 femelle, énorme, impressionnant quand on est au sol, celui-ci tire de ses mitrailleuses dans la tranchée proche d'eux en tuant des hommes de l'infanterie régiment 84. Hans, après une peur toute évidente, retrouve son sang-froid et avec calme et précision, vise et tire sur le tank. Les balles ricochent sur celui-ci, puis le flanc droit est idem. Et il passe sans peine, rien ne semble l'arrêter. Nous sommes trop bas pour l'atteindre. L'arrière du tank est visible. Klaus peut lire à l'arrière du char sur fond blanc D51. Il est déjà parti en direction du centre du village vers son destin. Dans leur précipitation du matin, ils sont en manque de munitions. Ils décrochent pour éviter d'être pris par l'infanterie qui suit les tanks. Le chemin est derrière eux. Les munitions sont stockées à l'entrée du village de Flequières. Dans ce secteur, selon la position, on est à la sortie du village vers Marcoing. Cambrai, il n'y a point de tranchée. Ils rejoignent les artilleurs et tombent sur le lieutenant qui leur dit de se positionner sur le flanc gauche de leur canon à 77. En lui informant de la possible arrivée d'un tank ou plus. À peine ces mots que ce dernier est en vue. Il est en pleine rue. Il avance vers eux dans un cliquetis de chenilles et le vrombissement du moteur. Hans et Klaus sont présents. Hans ne tire pas avant d'avoir reçu l'ordre du lieutenant d'artillerie. Il remarque sur le côté droit du tank une forme peinte géométrique. Le tank au triangle rouge est en route vers son destin. Le canon est invisible, il attend sa proie. Il est à hauteur d'une ferme située sur la droite. L'artilleur pointe sa cible tout en respectant la distance. Il attend la minute où il va peut-être détruire. Le conducteur ni l'officier commandant le tank ne remarque ce canon qui tire. Et là, c'était la fin de Déborah des 51. Alors, j'ai cru très longtemps que c'était un véritable journal que Jean-Luc Legros avait trouvé. Et en fait, c'est une fiction qui est très proche de la réalité, qu'il raconte comme aurait pu raconter notre ami Pierre Pavie. Donc aujourd'hui, si nous sommes ici, bien évidemment, ça n'est pas pour se régaler avec des récits d'histoire, mais c'est aussi pour rendre hommage à tous ces combattants qui sont tombés, donc il y a 103 ans, en arrivant sur cette fameuse crête qui deviendra éternellement mémorable pour de nombreux soldats et aussi pour nous. Minute de silence. Merci. Je demanderai à Pierre Pavie de donner le ton pour l'hymne national, s'il vous plaît. Nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur embrasse
Il n'y arrivera pas à tout dire. Non, non, c'est pas la peine. Il y a les 7h10 de boulot. Non, c'est pas possible, il y avait 3 jours. Et si on les retourne? Non. Non, non, attends. Passe-toi ton drapeau.